Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par le cabinet Secafi sur la thématique des restructurations, comment anticiper et faire face à une restructuration avec notamment 5 grands conseils à retenir pour les représentants du personnel, qu'il s'agisse des CSE et des organisations syndicales. Tout au long de ce webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions à travers le chat, en l'occurrence, et mon collègue Vincent Mazui pourra répondre autant que possible au fur et à mesure à vos questions, sachant qu'à la fin de la présentation, je pourrai également revenir sur un certain nombre de points qui auront pu être abordés dans le chat. Voilà pour le petit préambule. Sur la question de la thématique, la thématique des restructurations est malheureusement en plein cœur de l'actualité, puisque, en tout cas, s'agissant des plans de sauvegarde de l'emploi, les PSE, sur la période de mars à septembre dernier, une étude de ces derniers jours de la DARES signale qu'il y a eu 2 fois plus de PSE que sur la même période de l'an dernier, et 3 fois plus de ruptures de contrat de travail dans le cadre de ces PSE, sachant que par ailleurs, de nouvelles formes de restructuration ont également vu le jour, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, dans le cadre de ce webinaire, je vais rapidement évoquer la question du contexte, puis ensuite revenir sur les différents dispositifs de restructuration qui existent désormais, auxquels vous pouvez être confrontés, puis évoquer un certain nombre de restructurations générales dans le cadre de ces situations de restructuration, puis finalement balayer, alors de manière rapide, parce que ça pourrait être très long, le panel assez complexe des différentes formes de restructuration qui existent désormais. Alors, s'agissant de la question du contexte, comme vous le savez, cette crise sanitaire qui a commencé, alors qui s'est généralisée au mois de mars dernier, après une montée en puissance de quelques semaines, a effectivement eu un certain nombre de conséquences très importantes pour l'économie, avec un gel dans un premier temps, puis un très large ralentissement de l'activité économique et une fragilisation brutale des entreprises, et tout particulièrement dans un certain nombre de secteurs. Face à ça, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures un peu en urgence pour limiter ces impacts économiques et éviter les faillites et suppressions d'emplois qui auraient pu être encore plus importantes. Donc, ça a été le cas avec les reports puis exonération de cotisations de sécurité sociale, les PGE, c'est-à-dire les prêts garantis par l'État pour les entreprises, et puis l'assouplissement et le fort développement de l'activité partielle, puis plus récemment la mise en place de l'APLD, l'activité partielle de longue durée, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. Néanmoins, beaucoup d'entreprises sont fragilisées du fait de cette situation. Alors, cette situation évidemment de crise sanitaire qui a désormais débouché sur une crise économique majeure, puisque la réduction du PIB cette année sera de l'ordre de 10%, alors qu'il était de moins de 3% lors de la crise de 2008. Donc, on voit bien l'ampleur sans commune mesure depuis l'après-guerre de cette crise. Donc, les entreprises ne sortent pas indemnes de cette situation, à la fois parce que certaines pouvaient avoir des fragilités antérieures à cette crise sanitaire, parce que elles ont évidemment un endettement accru, et puis parce que la reprise de l'activité économique peut être limitée ou tardive. Là encore, les situations peuvent être différentes selon les secteurs. Certaines entreprises ont pu traverser la crise tout à fait correctement, alors que d'autres sont nettement plus touchées. Je pense notamment au secteur hôtel, café, restaurant, tourisme, entre autres, mais de nombreux autres secteurs sont très largement touchés.
Alors, un premier point d'attention face à cette situation et ce contexte, c'est malgré le sentiment d'urgence, attention à ne pas s'enfermer trop tôt dans une logique uniquement d'accompagnement social et de négociation exclusivement sur les mesures sociales. Alors, tout d'abord, le dispositif de PSE, de plan de sauvegarde de l'emploi, n'est plus la seule solution pour gérer une restructuration. Ça reste évidemment la forme première des restructurations, mais les évolutions législatives récentes ont eu l'occasion de mettre en place de nouveaux dispositifs. Alors, j'aurai l'occasion de revenir un peu plus loin sur chacun de ces dispositifs, mais dans le cadre du dispositif de PSE, on peut avoir un PSE avec des départs contraints, donc des licenciements, ou ce qu'on appelle un PDV, plan de départ volontaire, qui est une forme de PSE, mais qui exclut tout départ contraint. Donc ça, ces deux formes existaient jusqu'à présent. Ont vu le jour dans le cadre des ordonnances Macron de 2017, la RCC, qui sont les ruptures conventionnelles collectives, qui est une forme de volontariat qui nécessite obligatoirement un accord collectif. A également vu le jour les APC, accords de performance collective, qui est, là encore, qui ne se met en place que par accord majoritaire et qui est la possibilité pour une entreprise, dans le cadre d'un accord, de, entre guillemets, forcer les modifications de contrats de travail sur un certain nombre de volets. Autre dispositif qui est les formes d'accords de GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, avec ce qu'on appelle des congés de mobilité, qui là encore est une forme de départ volontaire. Et puis la question de l'activité partielle de longue durée, donc APLD, qu'on peut également appeler ARM, activité réduite pour le maintien dans l'emploi. C'est d'ailleurs son intitulé légal tel que il figure dans l'article 53 de la loi du 17 juin dernier qui a créé ce dispositif. Et donc concrètement, chacun de ces dispositifs peut s'appliquer dans un contexte particulier en fonction des spécificités de chacune des entreprises. Donc, dans le cadre de cette vague de restructuration, il est important de prendre le temps du diagnostic et de la recherche d'alternatives. Cette recherche d'alternatives sur les différents aspects qui sont les alternatives économiques, stratégiques, financières, organisationnelles, doit précéder les discussions sur l'accompagnement social. Ça, c'est vraiment un point important. Donc, au moment où votre direction éventuellement vous évoquera un projet ou un pré-projet de restructuration, le point important est vraiment de commencer par poser la question de quelle est la situation de l'entreprise, quel est le diagnostic, et au plus tôt vous pouvez vous positionner, commencer à rechercher des alternatives, plus vous avez une chance de pouvoir éventuellement faire bouger les lignes et faire bouger le projet de l'entreprise. Donc, le maître mot est celui de l'anticipation pour pouvoir peser sur le projet de la direction. Donc, cette anticipation passe par la nécessité d'un diagnostic complet sur la situation de l'entreprise, sur lequel nous pouvons intervenir, et par ailleurs, la formation aux différentes formes de restructuration de manière à mieux les connaître. Alors, les clés de l'anticipation, comme je l'évoquais, c'est la formation et le diagnostic. Les marges de manœuvre doivent être recherchées partout, d'où l'importance d'un diagnostic qui aborde les grands champs traditionnels. Parmi ceux-là, on en dénombre 5. Alors, on pourrait toujours en rajouter, mais ce sont des thématiques structurantes, des dimensions structurantes. C'est la question des moyens financiers. Alors, moyens financiers de l'entreprise, mais aussi moyens financiers du groupe. Quand une entreprise fait partie d'un groupe, par exemple, la problématique de trésorerie se gère en général au niveau du groupe en lui-même. Autre dimension, la question de l'analyse de la stratégie de l'entreprise. Également, la politique sociale, emploi et compétences. De même que la vision du marché et les choix organisationnels. Donc, ces différentes dimensions sont celles utilisées pour le diagnostic, mais sont également celles qui pourront servir à analyser le projet de restructuration en lui-même.
Alors, pour vous aider à chercher des marges de manœuvre afin de construire des alternatives, vous avez intérêt à pouvoir mettre en place ce diagnostic. Et pour réaliser ce diagnostic, vous avez la possibilité de faire appel à un cabinet d'expertise comme Secafi, qui aura la possibilité de vous aider. Voilà. Alors, ce diagnostic, dans la mesure du possible, il peut potentiellement être fait ou être entamé avant même le lancement de la procédure de restructuration. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités au regard de l'enjeu d'anticipation. La première possibilité, c'est chaque année, le CSE est obligatoirement consulté sur les 3 temps dits Rebsamen, puisqu'issu de la loi de Rebsamen de 2015, c'est-à-dire la consultation sur les orientations stratégiques, la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise et la consultation sur la politique sociale, l'emploi et les conditions de travail. Donc, à l'occasion de ces 3 consultations annuelles, le CSE peut faire appel à un cabinet d'expertise comptable. C'est prévu par le Code du travail, il s'agit d'expertise légale. Alors, s'agissant de l'expertise dans le cadre des orientations stratégiques, à défaut d'accord plus favorable, cette expertise est réalisée en cofinancement, 80% par l'employeur, 20% par le CSE sur son budget de fonctionnement. S'agissant des expertises sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, l'emploi et les conditions de travail, ces expertises sont financées obligatoirement à 100% par l'employeur. Donc, c'est vraiment un moyen premier pour pouvoir réaliser un diagnostic. Autre possibilité, vous pouvez déclencher une procédure de droit d'alerte économique, là aussi qui ouvre droit à une expertise légale, puisque prévue par le Code du travail, et à défaut d'accord plus favorable, qui est en cofinancement, 80% par l'entreprise, 20% par le budget de fonctionnement du CSE. Enfin, une fois que le projet vous est soumis par la direction, là encore, il est évidemment essentiel de challenger le projet de la direction selon les différentes dimensions du diagnostic évoqué. Et dans ce cadre-là, vous avez la possibilité de recourir à des expertises. Alors, dans certains cas, des expertises légales avec un financement intégral de l'employeur. C'est le cas notamment sur un PSE. Dans d'autres cas, il n'est pas forcément prévu d'expertise légale. C'est le cas, par exemple, sur un dispositif de RCC, de rupture conventionnelle collective. Néanmoins, vous avez la possibilité de le demander à l'employeur. Et dès lors que l'employeur, sans un accord, ne peut pas mettre en place de RCC, vous avez un véritable levier dans le cadre de cette ouverture de négociation. Donc, pour résumer sur ce premier élément de contexte, c'est vraiment un maître mot qui est l'anticipation. Le plus tôt un diagnostic est réalisé et les propositions sont envisagées et défendues, plus la capacité à influencer les choix de l'entreprise est significative. Donc là, pour le coup, n'hésitez pas, faites appel à un cabinet d'expertise comptable et à Secafi le plus tôt possible, sachant que nous pouvons également organiser des formations plus détaillées sur chacun de ces dispositifs, puisque là, à travers ce webinaire, je vais uniquement pouvoir faire un passage en vue assez rapide. Alors, désormais, effectivement, une entreprise dispose de plusieurs dispositifs possibles pour mettre en œuvre une restructuration. Alors, tout d'abord, derrière le terme restructuration, on peut envisager différentes types de réorganisation. Il y a évidemment la question de rupture du contrat de travail, mais il peut y avoir des réorganisations du travail, de la production, des mobilités géographiques, des modifications du contrat de travail, notamment s'agissant de la rémunération ou s'agissant du temps de travail. Voilà, donc le terme restructuration est un terme qui englobe différentes situations. Alors, s'agissant des nouvelles formes de restructuration issues des dernières réformes du droit du travail, on peut désormais identifier 6 formes principales de restructuration dans un cadre collectif. Donc, on a d'abord le PSE et le PDV, donc le plan de sauvegarde de l'emploi qui est cadré
par le Code du travail avec une obligation de consultation du CSE et la possibilité d'ouvrir une négociation, le tout donnant lieu à une surveillance et au bout du bout une autorisation ou un refus de mise en œuvre par la directe, c'est-à-dire l'administration du travail, donc PSE avec des départs contraints ou sans départ contraint, c'est-à-dire un PDV, plan de départ volontaire. Donc là, une procédure assez encadrée par le Code du travail avec un contrôle de la directe et la possibilité d'une mise en œuvre, soit par document unilatéral décidé par l'employeur et soumis à consultation, soit mis en œuvre par un accord majoritaire, sachant que dans le cadre d'un accord majoritaire, le contrôle de la directe est moindre. Ça, on est sur le dispositif qui existait déjà depuis un certain nombre d'années. Autre dispositif, donc, les ruptures conventionnelles collectives par le biais d'un accord collectif qui est une forme de départ volontaire nécessitant un accord majoritaire. Donc, cet accord qui est négocié entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives cadre le nombre de départs possibles, les conditions d'éligibilité au volontariat, les critères de départage et toutes les modalités d'accompagnement et d'indemnisation. Néanmoins, un point d'attention dans le cadre d'une RCC, c'est qu'il n'y a pas de consultation obligatoire du CSE préalable sur la RCC. Or, bien souvent, les ruptures conventionnelles collectives s'accompagnent d'une véritable réorganisation de l'entreprise qui obligatoirement doit donner lieu à une consultation du CSE au titre de la marge générale de l'entreprise et au titre de projets importants impactant les conditions de travail des salariés. Néanmoins, là, il est important de bien associer la négociation que peuvent mener les organisations syndicales sur l'accord de RCC et la question de la consultation du CSE, de manière à ce que la négociation ne se focalise pas exclusivement sur les mesures sociales qu'on retrouve dans l'accord de RCC, mais est bien une vision plus large de la réorganisation du projet de la direction, de son impact sur les salariés et évidemment de la question des alternatives possibles pour potentiellement limiter le nombre de suppressions d'emplois ou limiter l'impact sur les conditions de travail pour les salariés qui sont amenés à rester. Autre dispositif, la question des accords de performance collective, dits APC. Alors, on est sur une nouvelle forme d'accord, alors qui prend la suite d'accords qui avaient été mis en place depuis quelques années, les accords de préservation et de développement dans l'emploi, les accords de maintien dans l'emploi, les accords de GPEC mobilité, qui avaient déjà une incidence potentielle sur le contrat de travail des salariés. Néanmoins, là, avec les ordonnances Macron, les APC ont pris une étape supplémentaire avec la possibilité, à travers cet accord majoritaire, pour l'employeur de proposer aux salariés la modification de leur contrat de travail afin de mettre en adéquation les contrats de travail avec la question avec les contenus de l'accord majoritaire APC. Et si les salariés refusent, l'employeur a la possibilité de les licencier, ce licenciement se faisant du point de vue légal, quasiment sans aucune mesure d'accompagnement, avec juste les indemnités légales et conventionnelles et une majoration du compte personnel de formation. Et avec un motif de licenciement quasiment incontestable devant les tribunaux, puisqu'il s'agit de l'accord collectif. Là, on voit un dispositif qui peut être dangereux pour les salariés, qui, dans le même temps, peut potentiellement être nécessaire pour des entreprises qui seraient au bord du gouffre. Mais là encore, ça renvoie à la question du diagnostic pour savoir quelle est la nécessité de cet accord qui va mettre en cause un certain nombre d'acquis sociaux pour les salariés, sachant que l'APC peut intervenir sur 3 types de thématiques: la rémunération, le temps de travail ou la mobilité professionnelle, sachant que la mobilité professionnelle, c'est tant du point de vue fonctionnel que du point de vue géographique. Autre dispositif, un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences avec un volet de congé de mobilité qui, là encore,
instaure une forme de départ volontaire. Donc, comme pour la RCC, dans le cadre de la GPEC avec congé mobilité, il n'y a pas de départ contraint possible. Enfin, s'agissant du dernier dispositif, qui lui est de nature temporaire, c'est la question de l'activité partielle de longue durée ou activité réduite pour le maintien dans l'emploi, qu'on peut également appeler dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable d'activité. Alors, l'intitulé légal prévu par la loi, c'est activité réduite pour le maintien dans l'emploi. L'intitulé prévu par le décret du 28 juillet dernier, c'est dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable d'activité, et les pouvoirs publics ont fait le choix de communiquer sur un troisième terme qui n'est pas prévu dans la loi, qui est celui d'APLD, activité partielle de longue durée. Donc, on restera sur cette dernière appellation d'APLD, même si ce n'est pas l'intitulé légal. Donc, c'est la possibilité, dans le cadre, là aussi, d'un accord, alors soit accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe, soit dans le cadre d'un accord de branche étendu par arrêté ministériel, sachant qu'à date, il y a 2 accords de branche qui ont été conclus et qui ont donné lieu à une extension par arrêté ministériel. C'est le cas du secteur de la métallurgie et le cas de Syntec, c'est-à-dire bureau d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseil. Donc, dans le cadre d'un accord de branche étendu, la PLD peut se mettre en place par simple document unilatéral décidé par l'employeur et soumis à consultation du CSE. Donc, on le voit bien, autant sur le dispositif historique, c'est-à-dire PSE, PDV, cela peut se mettre en place soit par accord, soit par document unilatéral de l'employeur, avec le contrôle de la directe, autant les différents autres dispositifs donnent lieu obligatoirement à un accord majoritaire, et c'est un véritable levier dont vous disposez pour améliorer et pour éventuellement essayer de pousser à des alternatives. Donc, parmi les différents outils à disposition des employeurs pour ajuster, entre guillemets, les effectifs à leur scénario de relance, on voit des dispositifs à la fois pour certains qui visent à encadrer les ruptures de contrat de travail. C'est le cas du PSE, c'est le cas du PDV. Donc là, sachant que dans le cadre du PSE et du PDV, il s'agit à la fois de rupture de contrat de travail, mais de suppression d'emploi, les deux allant de pair. S'agissant de la RCC et de la GPEC avec congé de mobilité, il s'agit de rupture de contrat de travail sur la base du volontariat, mais qui n'engendre pas obligatoirement des suppressions d'emplois. C'est-à-dire que dans le cadre de la RCC ou de la GPEC avec congé mobilité, rien n'interdit à l'employeur de réembaucher d'autres salariés sur les postes qui ont été libérés par les départs volontaires. C'est une distinction importante par rapport au PSE et au PDV. Et toujours possible la question des différents dispositifs, disons de négocier un dispositif de pré-retraite, alors qu'on peut appeler cessation anticipée d'activité ou congé de fin de carrière, qui là aussi s'établit par le biais du volontariat. D'autres dispositifs ont à l'inverse comme vocation à maintenir l'emploi. C'est la question de l'activité partielle et de l'activité partielle de longue durée, l'APLD, qui donc vise à une réduction du temps de travail des salariés sur une durée limitée. Donc, s'agissant de l'APLD, c'est la possibilité de réduire le temps de travail des salariés au maximum de 40% ou exceptionnellement par dérogation jusqu'à 50% sur une durée maximum de 24 mois et avec donc la mise en place sur les heures dites chômées d'une indemnité qui est versée par l'employeur qui correspond à 70% de la rémunération brute habituelle, c'est-à-dire à peu près à 84% du net du fait de l'absence de cotisation de sécurité sociale sur cette indemnité. À l'inverse, les employeurs touchent 60% de la rémunération brute, ce qui fait un reste à charge pour l'employeur entre ces 70
et 60%, un reste à charge de 15%, en tout cas pour les activités qui ne sont pas les plus touchées, puisque un décret du 29 juin dernier qui a été complété depuis a mis en place, a pointé un certain nombre de secteurs d'activité qui sont considérés comme protégés et les plus touchés par la crise économique, et donc pour lesquels l'État met en place un dispositif renforcé, et donc pour lequel, en l'occurrence, tant pour l'activité partielle que pour l'activité partielle de longue durée, la prise en charge par l'État est intégrale et le reste à charge pour l'entreprise est nul. Voilà. Enfin, dernier dispositif, c'est celui de l'APC, l'accord de performance collective, qui donc a vocation à maintenir l'emploi. C'est la situation de dire que, au regard de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'entreprise ou du bon fonctionnement de l'entreprise, en l'occurrence, cet accord vise à modifier les contrats de travail des salariés sur la rémunération, le temps de travail ou la mobilité. Donc, sur le principe, le dispositif ne vise pas à supprimer l'emploi. En revanche, il peut avoir comme conséquence pour les salariés qui refuseraient la mise en cause de dispositions avantageuses de leur contrat de travail, ce dispositif peut avoir comme conséquence d'amener à la rupture et au licenciement des salariés concernés, et avec des mesures d'accompagnement un peu low cost, si je peux me permettre. Donc, la forme de restructuration choisie dépend véritablement des enjeux de l'entreprise, et avec un rôle essentiel des représentants du personnel pour intervenir et essayer de peser dans les choix de l'entreprise. Donc, parmi les éléments qui seront déterminants, il y a notamment la question de à quel horizon le retour au niveau d'avant-crise est envisagé sur l'activité de l'entreprise, et éventuellement même, est-ce que un retour à la situation d'avant-crise est envisageable, et est-ce que pour le coup on est dans une situation de difficulté uniquement conjoncturelle, ou est-ce que on est dans une situation de difficulté structurelle qui peut amener à devoir prendre des décisions plus durables. Donc, si on est uniquement dans un creux de vague qui est temporaire, la logique, c'est de privilégier la PLD. À l'inverse, si on a besoin de prendre des mesures plus durables, les autres formes de dispositifs peuvent s'envisager, sachant que sur les APC, les accords de performance collective, de la même façon, on peut avoir un accord qui a durée déterminée ou indéterminée, et donc l'APC peut aussi être amené à intervenir dans le cadre d'une situation conjoncturelle. Voilà, mais ça renvoie dans ce cas-là à négocier des mesures qui soient temporaires, avec éventuellement des clauses de retour à meilleure fortune et un suivi de l'accord. Donc, on le voit bien dans ces différentes formes de restructuration. Le dialogue social et la négociation ont un rôle essentiel pour déterminer les modalités les plus adaptées à la situation de l'entreprise et limiter autant que possible les conséquences pour les salariés. Et évidemment, dans le même temps, dès lors que des efforts sont demandés aux salariés, il est important aussi que soient négociées des contreparties pour les salariés en termes de garanties pour les salariés, en termes de mesures sociales pour les salariés, mais aussi d'efforts partagés, c'est-à-dire efforts consentis aussi par les dirigeants et les actionnaires, par exemple. Donc, le choix du dispositif n'est pas neutre, évidemment, pour les salariés. Selon le choix de tel ou tel dispositif, on a des incidences qui sont sensiblement différentes en termes, évidemment, de rupture de contrat de travail, mais aussi sur le pouvoir d'achat. Donc, dans le cadre d'un PSE, on a un licenciement pour motif économique. On a une rupture d'un commun accord pour motif économique dans le cadre d'un PDV, ou rupture d'un commun accord tout court dans le cadre d'une RCC ou d'une GPEC avec congé mobilité. Et on peut avoir un licenciement pour motif individuel dans le cadre d'un APC. S'agissant de la préservation du pouvoir d'achat,
À la suite de la rupture du contrat de travail lié à ces dispositifs, le basculement à Pôle emploi se fait directement ou pas, c'est-à-dire qu'il peut y avoir congé de reclassement ou congé de mobilité qui est une période pour certains dispositifs de restructuration qui permet que le salarié continue à être indemnisé par son employeur pour rechercher un emploi. Mais ce qui n'est pas systématique dans le cadre d'une restructuration, avec une période de carence avant l'entrée à Pôle emploi qui est d'une durée différente selon les dispositifs, avec une fiscalité des indemnités de rupture qui, elle aussi, est différente selon les dispositifs. Donc, on le voit bien, là, on rentre dans un certain nombre d'éléments assez techniques, mais qui sont loin d'être neutres pour les salariés. Alors, face à ces éléments, un certain nombre de recommandations générales. Alors, un premier conseil important qui est prendre le temps de définir les modalités de la concertation et de la négociation. Ça, c'est un point important qui est de ne pas subir le timing qui est déterminé par votre direction. Lorsque votre direction vous soumet un projet de restructuration, ça fait des semaines ou des mois qu'elle y travaille. Elle s'est fait accompagner par de multiples conseils externes en général et elle va souhaiter vous contraindre à rendre un avis ou négocier un accord dans des timings très limités. Donc, le point premier, c'est faire le choix de se poser et de déterminer d'abord les conditions de cette consultation ou de cette négociation par le biais, par exemple, d'un accord de méthode ou d'un accord cadre fixant les modalités à la fois en termes de calendrier, en termes de moyens pour vous, représentants du personnel, afin de conduire ces discussions et négociations, notamment en termes d'expertise, en termes d'accès à l'information, et puis de donner au CSE sa juste place dans le cadre des discussions, notamment pour des dispositifs qui ne prévoient pas nécessairement sa consultation ou pas sa consultation préalable. Et c'est le cas, par exemple, d'un accord de RCC ou d'APC. Donc là, c'est véritablement important. S'agissant de l'expertise que j'évoquais, c'est la possibilité, dans le cadre des dispositifs de restructuration pour lesquels il n'y a pas d'expertise prévue par le Code du travail, comme sur la RCC, dans cet accord de méthode, vous pouvez, d'une certaine manière, imposer qu'il y ait une expertise prise en charge par l'entreprise, puisque sans votre accord, ces dispositifs ne peuvent pas se mettre en place. Seuls le PSE et le PDV peuvent se mettre en place sans un accord majoritaire, mais tous les autres dispositifs nécessitent la signature d'un accord majoritaire. Donc, vous êtes en capacité de mettre des conditions pour venir vous asseoir autour de la table de négociation et pour négocier le fond des mesures. Et donc, la préconisation première, c'est avant de rentrer dans la négociation du contenu des mesures du projet de restructuration, c'est de définir ce cadre des modalités de la négociation et de la consultation. La négociation, après, en elle-même, s'agissant de son contenu, vise à une recherche d'équilibre, mais qui, là encore, peut s'annoncer complexe. Donc, les différentes thématiques suivantes sont à prendre en compte. Évidemment, la préservation des emplois et des compétences. Mais à l'inverse, du côté de l'entreprise, la préservation de la capacité de l'entreprise à rebondir et à investir. La prise en compte, par ailleurs, de la santé au travail des salariés, à la fois dans le cadre du contexte de crise sanitaire, mais aussi, notamment dans le cadre de la restructuration, pour la phase de restructuration en elle-même avec ce qu'on appelle les risques psychosociaux, les RPS, mais aussi pour les salariés qui sont amenés à rester après la restructuration, évidemment, leurs conditions de travail, qui ne doivent être en aucun cas oubliées. Et ça, c'est un élément important, c'est que quand on parle de restructuration, il faut évidemment se préoccuper des salariés qui sont potentiellement amenés à quitter l'entreprise, mais aussi des salariés qui sont amenés à rester dans l'entreprise et pour lesquels les conditions de travail, au sens large, peuvent être fortement ou très fortement dégradées. Le quatrième élément est celui du maintien du pouvoir d'achat des salariés, à la fois pour ceux qui restent et pour ceux qui partent. Donc, pour ceux qui partent à travers
le congé de mobilité ou le congé de reclassement qui peut leur permettre de les accompagner dans le cadre de la recherche d'emploi et avec un maintien d'une forme de salaire, de rémunération. Et puis, pour ceux qui restent dans l'entreprise, c'est de limiter l'impact aussi sur leur rémunération. Et on l'a vu, les accords de performance collective peuvent potentiellement remettre en cause des éléments de rémunération des salariés qui restent dans l'entreprise. Cinquième élément, c'est l'obtention de contreparties suffisantes aux efforts consentis par les salariés. Alors, c'est d'abord faire en sorte que les efforts consentis par les salariés, demandés aux salariés, soient strictement proportionnés à la nécessité, d'où l'importance du diagnostic, c'est voir quels sont les efforts réellement nécessaires ou indispensables. C'est faire en sorte que ces efforts soient limités dans le temps à la période qui est nécessaire et évidemment qu'en face des efforts qui sont demandés et consentis par les salariés, il y ait des efforts qui soient aussi réalisés par les dirigeants et les actionnaires. Ça peut être le gel des bonus des dirigeants, l'arrêt de dividendes pendant toute une période, voilà. Et enfin, c'est les moyens d'accompagner, d'indemniser les salariés qui sont amenés à perdre leur emploi. Sachant que tout à l'heure, j'évoquais le PSE comme le dispositif historique. Le PSE avec des départs contraints peut évidemment intégrer une première phase qui est une phase de départ volontaire. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit le plus souvent, c'est-à-dire un PSE avec d'abord une phase de départ volontaire. Et dans l'hypothèse où il n'y a pas suffisamment de volontaires ou pas suffisamment de volontaires sur les postes souhaités, dans ce cas-là, on enchaîne sur une phase de départ contraint. Mais cette forme de PSE dit mixte avec départ volontaire et départ contraint est à distinguer du PDV qui, lui, est une forme qui n'est que des départs volontaires et qui exclut tout départ contraint. J'en arrive à un passage en revue un peu rapide des différents dispositifs de restructuration. Donc, vous avez sur la première colonne le PSE licenciement, c'est-à-dire le PSE avec des départs contraints, même si il peut être intégré une phase de volontariat en son sein. Dans la deuxième colonne, les PSE PDV, c'est-à-dire avec uniquement des départs volontaires. La troisième colonne, les RCC. La quatrième colonne, la GPEC avec congé mobilité. La cinquième colonne, ce sont les APC. Et la dernière colonne, c'est l'APLD. Donc, on voit bien que certains ont pour objet les suppressions d'emplois et d'autres pas. Que certains nécessitent un motif économique. C'est le cas du PSE des PDV. Ce n'est pas le cas pour les autres. Même si pour certains autres, tout particulièrement pour la PLD, il y a une nécessité d'avoir un diagnostic économique dans le cadre du préambule. Mais ça, je me permets d'insister, la question du diagnostic est vraiment une nécessité dans tous les cas de figure, même si ce n'est pas imposé par la loi dans plusieurs des dispositifs. On le recommande vraiment avant de rentrer dans la négociation des mesures, parce que c'est à la fois ce qui va permettre d'essayer de rechercher des alternatives, et puis c'est ce qui va créer aussi des marges dans le cadre de la négociation des mesures elles-mêmes. S'agissant des départs contraints, donc les départs contraints sont possibles dans le cadre d'un PSE licenciement, pas dans les autres formes de restructuration, sauf dans l'APC s'il y a un refus de modification du contrat de travail des salariés. S'agissant de la nécessité d'un accord majoritaire, alors c'est le cas dans la RCC, la GPEC, l'APC, la PLD, alors que dans le PSE et PDV, il peut y avoir un accord majoritaire, mais ça peut aussi se mettre en œuvre par document unilatéral. S'agissant du contenu, honnêtement, je passe à la fois dans le cadre des mesures d'accompagnement pour les salariés qui sont amenés à partir. On peut potentiellement négocier dans la RCC ou dans la GPEC avec congé mobilité des mesures qui sont assez proches de celles d'un PSE. On peut aussi négocier dans le cadre d'un APC une amélioration des mesures d'accompagnement et d'indemnisation pour les salariés qui sont amenés à être licenciés. Et s'agissant de la PLD, et à la fois à négocier
la durée de cette réduction d'activité, l'ampleur de cette réduction d'activité, la compensation salariale, même s'il y a un minimum à 70% du brut, ça peut être amélioré, la question des modalités de mise en œuvre, de l'équité entre les salariés, sachant qu'il n'y a pas d'individualisation possible dans le cadre de la mise en œuvre, le rôle des organisations syndicales et du CSE dans le suivi de cette mise en œuvre, sachant que dans le cadre de la PLD, même si l'accord peut être mis en œuvre avec une réduction sur 24 mois sur une période de 36 mois, en l'occurrence, il devra y avoir un diagnostic réactualisé tous les 6 mois et une nouvelle demande d'autorisation à la directe, c'est-à-dire l'administration du travail, tous les 6 mois. Toujours sur ces différents dispositifs, donc le rôle de la directe, donc de l'administration du travail qui est différent selon les dispositifs. Autant il y a un contrôle fort sur les PSE et PDV de la part de la directe, autant le contrôle est un peu moins important dans le cadre d'une RCC. Le contrôle de la directe est en revanche quasi inexistant sur l'accord GPEC avec congé mobilité et l'APC. Et dans le cadre de la PLD, là en revanche, il y a un contrôle de la part de la directe. S'agissant du rôle des représentants du personnel et de la consultation du CSE, dans le cadre du PSE et PDV, il y a une consultation obligatoire du CSE. Dans le cadre des autres formes de restructuration, si on passe par un accord majoritaire, le Code du travail ne prévoit pas obligatoirement d'une consultation préalable. Néanmoins, dès lors que la restructuration s'accompagne d'un impact au titre de la marge générale de l'entreprise ou des conditions de travail des salariés, on peut estimer que cette consultation doit avoir lieu, mais autant sécuriser cette articulation entre négociation et consultation à travers un accord de méthode ou un accord cadre préalable. Voilà. S'agissant du droit à expertise légale, donc il y a un droit à expertise légal dans le cadre du PSE, du PDV, de l'APC. Même s'il n'y a pas de droit à expertise légale stricto sensu dans les autres cas de figure, c'est tout à fait négociable dans le cadre de la RCC, dans le cadre de la GPEC avec congé mobilité, dans le cadre de la PLD. Dès lors que l'employeur a besoin d'un accord majoritaire pour mettre en œuvre ce dispositif, vous pouvez, dans un cadre préalable, imposer le fait qu'il y ait ce droit à expertise défini d'un commun accord. Enfin, figure la question des articles de référence du Code du travail sur ces différents dispositifs. Je m'excuse d'être allé un petit peu vite, mais c'est l'objet même de ce webinaire qui était prévu sur 3 quarts d'heure et on arrive effectivement, se rapproche du terme prévu au niveau du timing. Alors, quelques éléments en synthèse. C'est que évidemment cette crise économique et financière a des incidences significatives à la fois à court, moyen, voire peut-être à long terme sur les entreprises et les salariés. Et dès lors, vous avez en tant que représentant du personnel, membre de CSE et organisation syndicale, un rôle majeur pour concourir à la préservation de l'emploi, du pouvoir d'achat et des conditions de travail des salariés. Dans ce cadre-là, il est essentiel de partir d'un diagnostic pour vous forger votre opinion sur la situation de l'entreprise. Et dans ce cadre-là, CECAFI, toutes les équipes de CECAFI sont dès à présent à votre disposition pour vous accompagner au mieux. Dans le cadre de la boîte à outils des différentes formes de restructuration, y compris avec des nouvelles formes de restructuration, vous avez vu que le panel est assez large et avec, pour le coup, une technicité très forte. Donc là aussi, vous pouvez vous faire accompagner. Nous sommes à votre disposition pour vous épauler au mieux. Cela d'autant plus que, en dehors de la particularité du PSE et du PDV qui peut se réaliser même sans accord majoritaire, toutes les autres formes de restructuration qu'on a vues nécessitent un accord majoritaire. Donc, pour le coup, vous avez un levier fort face aux directions comme levier dans le cadre de la négociation, puisque sans votre signature, rien n'est possible pour la direction. Donc, vous pouvez réellement essayer de faire bouger les lignes et d'arriver à un compromis le plus équilibré possible.
Pour finir, 5 conseils essentiels, mais que j'ai déjà évoqués à travers le déroulé, qui est le point numéro 1, l'enjeu d'anticiper et de se former au préalable. Au plus tôt vous vous y prenez, plus vous avez une chance de pouvoir faire bouger les lignes. Le deuxième élément, c'est de conduire un diagnostic complet des problématiques de l'entreprise. Si on ne part pas d'un bon diagnostic, on n'adoptera pas les bons remèdes. Le troisième élément, c'est autant que possible, en cas d'ouverture de négociation, prévoir d'abord un accord de méthode ou un accord cadre pour définir les modalités de la consultation et de la négociation et pour vous permettre d'obtenir le niveau d'information et les moyens qui sont nécessaires. Et dans ce cadre-là, vous pouvez y compris négocier un droit à expertise financé intégralement par l'employeur, même quand la loi ne l'impose pas. Quatrième élément, c'est là encore et de manière systématique le fait de challenger le projet de la direction en examinant toutes les alternatives possibles. Ne prenez pas comme un fait acquis le projet tel qu'il vous est soumis par la direction. Enfin, et c'est le cinquième conseil, c'est introduire des contreparties pour les salariés, prévoir un partage des efforts, donc que les dirigeants et actionnaires fassent aussi des efforts, et puis se projeter aussi sur l'avenir, acter déjà un certain nombre de choses sur le fait que le jour où la situation s'améliore, que dans ce cas-là, la direction fera aussi le choix de partager la valeur ajoutée et les profits une fois qu'ils seront revenus. Ça, c'est important sur la question de faire en sorte que les efforts demandés aux salariés soient strictement proportionnés à ce qui est nécessaire, que ce soit limité dans le temps et que des contreparties soient demandées en termes de garantie d'emploi, en termes de droit à la formation et en termes de droit au partage futur des profits. Donc, j'ai assez peu évoqué, mais par manque de temps, la question de, effectivement, face à certains de ces dispositifs, le fait que normalement, il ne doit pas y avoir de rupture de contrat de travail. C'est le cas dans le cadre de l'APLD, ou pour les salariés qui sont concernés par un accord APLD ne peuvent pas, en principe, être licenciés pour motif économique pendant la période de l'APLD. Cette forme de garantie d'emploi peut aussi être négociée dans le cadre d'un accord de RCC, par exemple, ou dans le cadre d'un accord de performance collective, un APC. Donc voilà, vous voyez, à la fois en termes de technicité, en termes d'enjeux stratégiques pour vous et évidemment pour tous les salariés, n'hésitez pas à faire appel à nous. Nous sommes à votre entière disposition pour vous accompagner dans toutes ces étapes, dans leur complexité. Et pour finir, anticiper autant que possible, essayez de vous y prendre le plus tôt possible pour, si besoin, faire appel à nous. On peut intervenir sur un diagnostic avant même que la restructuration ne soit mise sur la table, et on peut vous accompagner aux différentes étapes de votre restructuration. Notre cabinet est présent sur toute la France et y compris en Outre-mer. Donc, vous avez sur cette dernière page nos coordonnées, les coordonnées des référents restructuration sur les différents bureaux. Et moi-même, je suis Luc Bérard de Malavas, voilà, à Paris, et je suis à votre entière disposition, de même que l'ensemble de mes collègues, pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions. Merci encore à vous. On va maintenir le chat pendant encore quelques minutes pour peut-être finir de répondre aux dernières questions, sachant que vous retrouvez ce webinaire sera disponible à la fois le webinaire en lui-même et le support qui a été présenté sur notre site internet. Voilà. Donc n'hésitez pas, nous sommes et nous restons à votre disposition. Merci à vous. Au revoir.